Le moins malheureux des trois, c'est le premier. Quand on a une lobotomie frontale comme il a, on est complètement indifférent à son état, il n'est pas malheureux lui. La vie peut s'écouler, même si rien ne se passe, il n'aura pas d'affect. Les deux autres sont par contre avec des affects très importants. Donc ces trois présentations, elles sont quand même, les causes également sont exceptionnelles. Le premier patient, celui qui a des Isman, il a été touché par une malformation vasculaire, c'est un accident vasculaire hémorragique. C'est une cause rare d'accident vasculaire. Le deuxième a dû faire un accident vasculaire du tronc cérébral parce qu'il avait aussi certainement une malformation. Et quant à la troisième dame, je ne suis pas sûr, mais je peux suspecter car c'est une cause plus classique, vu l'aspect des mains et l'hypocratisme digital et l'aspect physique, ça doit être une grande tabagique qui a dû faire une occlusion de la carotide. Et donc un AVC lié à une ischémie d'un hémisphère, l'hémisphère gauche, chez une droitière, entraînant l'aphasie et les hémiplégies que vous avez pu remarquer. Donc ça, c'est pour vous parler un peu et vous résumer les situations qui vous ont été présentées. C'est bien, ça vous sensibilise, c'est un côté aussi très émotionnel parce que ça touche une population, donc on en a parlé tout à l'heure, tout le côté répercussion sur la vie sociale, l'impossibilité de réinsertion, le côté du dynamitage total de la cellule familiale, tout un tas de choses particulièrement pénibles. Je vais dire entre Saint-Hilaire, Vercouët et Bréal, en passant par Villieu, ça représente environ 500 patients hospitalisés. Sur ces 500 patients, il y en a 20% qui sont hémorragiques, liés à un saignement à l'intérieur de la boîte crânienne, et 80% qui sont ischémiques, c'est-à-dire liés à l'occlusion d'une artère. Les AVC hémorragiques, s'il y a un message à vous passer, c'est que de temps en temps, c'est lié au fait qu'on est porteur d'une malformation, on n'a pas de chance. La nature a essayé de faire un modèle stéréotypé, mais en fait, vous avez quelques artères qui ne sont pas tout à fait foutues comme il le faut. Vous êtes porteur d'un anévrisme, un petit sac sur une artère qui peut un jour se rompre, ou un peu le ton de vaisseau qui n'est pas tout à fait normal, et un jour ça pète. La plupart du temps, les gens ne le savent pas, parce qu'on ne passe pas à l'IRM au scanner tous les patients. Certains peuvent le savoir à l'avance parce que les antécédents familiaux, il y a déjà eu plusieurs cas d'anévrisme, et dans ce cas-là, souvent il y a un dépistage familial qui est fait. Et on n'opère pas toutes ces malformations. Un anévrisme en tout de 7 mm, on laisse les gens vivre avec. Donc il faut savoir que psychologiquement, c'est pas évident de savoir qu'on est porteur d'une anomalie et qu'on n'y touchera pas. Et puis ceux qui ont un anévrisme de plus de 7 mm, ils sont opérés. Donc il y en a certains, malheureusement, ils n'ont pas de dépistage, ça leur arrive. Il y a un facteur favorisant principal de ces AVC hémorragiques, c'est l'hypertension artérielle, l'HTA, qui est plus fréquente à partir de 50 ans. Qui nécessite une surveillance et un traitement régulier. C'est une maladie insidieuse, l'hypertension, c'est pas toujours évident de la diagnostiquer. Si vous voyez votre médecin une fois par an, on vous prend une fois la tension, elle peut être normale, et puis en fait, vous êtes hypertendu, vous l'ignorez, et si elle est négligée pendant longtemps, elle peut finir par provoquer ce type de problème. Pour les 80% restants, les accidents vasculaires ischémiques, vous avez deux classes de facteurs de risque, on va dire des facteurs de risque généraux, des maladies générales qu'il faut essayer de repérer et de traiter, et puis un facteur de risque qui est lié au vieillissement du système cardiovasculaire. Vous pouvez avoir des maladies cardiovasculaires qui favorisent les accidents vasculaires cérébraux. On va faire les deux l'une après l'autre. Les facteurs de risque généraux, c'est très simple, il y en a 5. Toujours notre fameuse hypertension artérielle, le tabagisme, le cholestérol et les triglycérides, l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui est souvent négligé par la population générale, qui ignore ce facteur de risque insidieux. Et qu'est-ce qui nous manque? Le diabète. Après 60 ans, 25% de la population est touchée. C'est un cœur qui bat irrégulièrement. S'il n'est pas régularisé ou s'il n'y a pas mis en place un traitement anticoagulant, on peut fabriquer des petits caillots qui partent dans la circulation et qui provoquent des accidents vasculaires cérébraux. Beaucoup de patients le ressentent à partir de 60 ans, des palpitations, un rythme un peu bizarre, et donc consulter le cardiologue qui, par des moyens techniques plus ou moins sophistiqués, peut mettre en évidence cette anomalie et proposer un traitement pour protéger. Vous m'avez beaucoup entendu parler de facteurs de risque et de maladies cardiovasculaires, de surveillance. Ça veut dire que l'AVC, la prise en charge avant tout, elle est basée sur la prévention. Une fois que l'accident est survenu, les médecins sont assez démunis.
On peut parler de la prise en charge à la phase aiguë, des toutes premières heures, mais si on est déjà au-delà de ces premières heures et que l'accident est bien installé, c'est la nature qui décide de l'évolution, le temps. Vous l'avez vu chez les patients. On peut estimer qu'on a une représentativité de leur prise en charge pendant environ 2 ans. Vous avez pu voir surtout les progrès chez le jeune homme qui avait une atteinte motrice. Les autres ont un peu progressé, mais pas énormément. La progression, ce n'est pas la rééducation en soi qui l'a provoqué, c'est le temps, la nature, le fait que le cerveau a pu reconstruire des circuits pour compenser ce qui avait été abîmé. Les rééducateurs n'ont fait qu'accompagner au fur et à mesure ces patients pour les aider à s'adapter, mais n'ont pas été véritablement le générateur de la récupération. Beaucoup de familles nous réclament à corps et à cri de partir très vite en rééducation. Il faut y aller aussi quand on peut commencer à travailler et à pouvoir participer à tout ce que va pouvoir réaliser une orthophoniste, une ergothérapeute, un kinésithérapeute. Si on n'a pas commencé déjà à récupérer un petit peu de sa jambe, c'est pas en allant voir le kiné et en lui demandant, en vous forçant à vous mettre debout et en prenant votre jambe et en la levant qu'il va pouvoir vous faire remarcher. Lui, il pourra simplement vous accompagner et vous aider à progresser. C'est déjà quelque chose qui réapparaît. La prise en charge à la phase aiguë, c'est le seul moment où le médecin peut faire quelque chose. Vous avez sûrement entendu ces messages de la part des autorités de santé. Si vous avez une paralysie qui s'installe brutalement, un déficit moteur, une paralysie faciale, eh bien, il faut si possible appeler le 15. Le 15 qui vous dira si vous pouvez être emmené directement par vos propres moyens, par une ambulance, s'il faut venir vous chercher, arriver le plus rapidement possible aux urgences, qu'un médecin qui a l'habitude du diagnostic d'accident vasculaire cérébral puisse vous examiner. S'il y a confirmation et que vous rentrez dans les critères pour bénéficier d'un traitement qui vise à déboucher les artères, eh bien un traitement va être réalisé qui permet d'augmenter les chances de récupération et d'éviter de se retrouver avec un handicap. La fibrinolyse, c'est comme ça que ça s'appelle, ne touche qu'une infime partie des patients. Sur les 500 dont je vous ai parlé locaux régionaux, on enlève donc les 20% d'AVC hémorragiques, il nous reste environ 400 patients. Sur ces 400 patients, eh bien, 10 à 15 ont une fibrinolyse. Donc vous voyez, ça représente une toute petite quantité de patients. Pourquoi? C'est ce que beaucoup arrivent trop tard, c'est une première raison. Après, on ne fibrinolise pas tous les AVC, il faut, entre guillemets, le mériter. Il faut que celui-ci soit suffisamment conséquent. S'il n'est pas assez conséquent, on considère que le risque est supérieur au bénéfice. Et puis vous avez plein de facteurs d'exclusion. S'il y a une hypertension trop sévère, si on prend des anticoagulants, si on a un âge trop avancé, si on a des troubles de conscience, tout un cortège, un listing de contre-indications, si elles sont présentes, on ne peut pas le réaliser. Ce qui fait que ce screening nous amène finalement à un nombre de potentiels patients pouvant bénéficier de ce traitement aigu particulièrement réduit. Pour les autres, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas leur proposer des choses, on va seulement leur proposer des traitements pour éviter que l'AVC ne soit plus marqué, pour les protéger. Mais comme je vous le disais, une fois que le déficit est installé, ça va être le temps, la bonne nature, le travail fait après en rééducation qui va leur permettre plus ou moins de récupérer. Entre, comme je le dis souvent aux familles, 100% de récupération et rien du tout, il y a tous les intermédiaires possibles et il est impossible de se prononcer à la phase aiguë de quel sera le pourcentage exact de chance ou de malchance de récupération. Je vais m'arrêter là, puis après vous allez passer aux questions.